Bienvenue dans le podcast des mobilités. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te brosser les dents avec l'autre main que celle utilisée habituellement? C'est intéressant de faire l'expérience de te brosser les dents avec la main gauche si t'es droitier ou la main droite si t'es gaucher, et tu remarqueras que le premier jour sera très difficile parce que tu ne seras pas habitué et puis tes gestes ne seront pas précis. Et petit à petit, en faisant tous les jours pendant 2 semaines, tu vas commencer à te rendre compte en fait que ta main est plus agile, elle est plus efficace, plus précise. Et progressivement, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir être aussi à l'aise avec la main gauche que la main droite. Et il y a un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est lorsque tu commences à jouer d'un instrument de musique. On va prendre l'exemple avec le piano. Tu vas commencer à faire tes gammes. Et au tout début, tu vas trouver que c'est très difficile de pouvoir avoir un mouvement des doigts précis. Donc tu vas travailler la vélocité, la rapidité. Si tu t'exerces 15 minutes par jour, par exemple, eh ben, tu observeras que c'est plus efficace que 2 heures une fois par semaine. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la santé et l'importance de l'apprentissage continu. Et l'instrument de musique est vraiment intéressant et je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast lié à la musique. Parce que le piano, au départ, donc c'est on travaille ce qu'on appelle ces gammes, c'est-à-dire que on va jouer les notes, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et le travail surtout avec le mouvement des doigts qui est assez technique. Et au démarrage, c'est vraiment très compliqué et on fait par exemple 15 minutes le premier jour et déjà le deuxième jour on commence à trouver une certaine facilité dans le mouvement, et plus on va avancer dans le temps, donc au bout de 2 semaines, 3 semaines, on est assez impressionné en fait de l'évolution parce que ça devient vraiment de plus en plus aisé de pouvoir pianoter sur les touches, et encore plus quand on travaille aussi sur les arpèges où c'est encore plus technique, et quand on commence à appuyer sur les touches et à s'apercevoir que ça devient un automatisme au fur et à mesure des jours, c'est assez impressionnant. Et ce que j'essaye de te montrer tout simplement, c'est le pouvoir de ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire que le cerveau, les zones du cerveau, on peut comparer ça comme à une sorte de carte routière où il y a des routes, et les routes en fait, elles sont en perpétuelle évolution en fonction de ce que l'on fait chaque jour. C'est-à-dire que quand on est petit, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, on apprend à marcher, et on va tous les jours essayer, et puis au bout d'un moment, il y a des zones dans le cerveau qui vont se créer pour tout simplement savoir comment tenir l'équilibre, comment avancer. Et c'est pareil partout, c'est-à-dire que quand on va commencer à apprendre, par exemple, à conduire, c'est un bon exemple aussi. Au début, on va avoir du mal, et plus petit à petit, en faisant un peu chaque jour, on va s'améliorer, et c'est là qu'on arrive à bien avancer. Et tout ça pour rebondir avec un neuroscientifique américain qui s'appelle Michael Merzenich. Alors, pour la petite histoire, il va passer l'essentiel de son temps à développer une méthode révolutionnaire, donc qui s'appelle le Fast Forwards, destiné aux personnes en difficulté, en particulier aux enfants présentant les déficiences verbales et mentales et aux seniors qui souffrent de maladies dégénératives. Et en suivant des exercices audiovisuels d'abord très lents, puis de plus en plus rapides, des milliers de personnes mettront ainsi leur plasticité neuronale directement au service d'une rééducation et d'une guérison inespérée. Et en fait, pour résumer, les conseils de Michael Merzenich, elles sont simples, c'est d'abord de ne jamais cesser d'apprendre régulièrement toute sa vie, des choses nouvelles dans des disciplines nouvelles, de façon nouvelle. Se méfier de la pollution sonore qui est très présente aujourd'hui, surtout en zone urbaine, comme le bruit de la circulation routière ou le bruit des cris dans une foule par exemple. Ensuite, ne pas se décourager devant la lenteur et la rééducation qui avance par paliers. Donc c'est comme je disais tout à l'heure avec l'exemple du piano où on apprend mieux un petit peu tous les jours plutôt que de faire 2 heures une fois par semaine. Ensuite, comprendre que les médicaments neurochimiques peuvent aider mais ne remplacent pas l'exercice.
Ensuite, éviter la tension, le diabète, le cholestérol, l'alcool ou le tabac qui sont les ennemis de la plasticité neuronale. Et enfin, aimer les aliments antioxydants, donc les fruits, les légumes, le poisson. Et aimer également l'activité physique, le calme, la gentillesse, le rire et l'empathie qui favorisent la plasticité. Pierre Bustany est spécialiste de psychophysiologie et il y a une phrase intéressante qui l'a toujours guidé dans ses études. La voici: le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors c'est intéressant parce que il démontre que toute perception cérébrale laisse une trace, que si tu empêches un jeune d'utiliser son intelligence et ses facultés mentales naturelles, donc par exemple la guerre ou l'abandon par exemple, ces réseaux synaptiques, zones de contact en fait entre deux neurones du cerveau, ne se développent tout simplement pas. Et on pourra finalement en conclure qu'il est stupide, alors que ce n'est pas le cas. A l'inverse, imagine quelles possibilités gigantesques peuvent s'épanouir dans le cerveau d'un enfant à qui l'on permet d'actualiser tout ce potentiel. Les retombées sur sa santé mentale et physique à l'âge adulte en seront énormes. Ce qui est incroyable aussi avec le cerveau, c'est qu'il augmente ses circuits d'impression lorsqu'il est en contact avec la nouveauté. La découverte est un formidable stimulant intellectuel qui oblige à réagir et à ne pas penser de façon automatique. Elle stimule en fait, mais aussi active les circuits cérébraux de la récompense et du bien-être. Il est donc essentiel de modifier nos habitudes, ne pas manger toutes les semaines la même chose par exemple, changer de lieu de vacances, de restaurant et faire de nouvelles rencontres et ne pas toujours tourner dans le même cercle. Le mouvement et la nouveauté sont en quelque sorte les carburants essentiels pour garder une bonne performance intellectuelle. Le meilleur exemple est celui de la sécurité routière. Modifier ses itinéraires, par exemple, diminue en effet le nombre d'accidents. Les réflexes sont plus aiguisés car la routine disparaît. Ensuite, il faut savoir être vigilant aux excès du sucre et le lien avec la mémoire. En effet, une étude qui a été publiée en 2013 démontre pour la première fois que plus le niveau de sucre dans le sang est élevé, moins la mémoire est performante. Alors ces résultats sont intéressants car ils vont à l'encontre de l'impression pourtant courante d'une augmentation de notre capacité intellectuelle après avoir croqué dans un morceau de sucre. En fait, pour conserver une bonne mémoire et économiser son cerveau, mieux vaut se situer dans la limite basse de la glycémie normale et, par exemple, manger des aliments à indice glycémique bas comme l'avocat, par exemple, les amandes ou encore la pomme. Et si le cerveau a bien sûr besoin d'oxygène et de sucre, il faut savoir que l'excès ne va pas dans le bon sens. On oublie parfois à quel point c'est important d'être curieux. Nous sommes noyés sous les informations, on en reçoit parfois trop et perdons la curiosité de chercher par nous-mêmes. Et nous nous contentons de recevoir, de nous laisser gaver sans trop chercher. Notre cerveau a besoin de nouveautés pour se maintenir en bon état de fonctionnement. Le doute, l'incertitude et l'interrogation intérieure sont indispensables pour susciter la curiosité qui nous amène à chercher et à inventer. Un peu comme à l'âge où on était enfant, où on cherchait des idées, on essayait d'inventer des choses. Et je pense que c'est ce qu'on perd des fois à l'âge adulte. Et des fois, il faut essayer de rester un enfant en quelque sorte. Et pour finir, on va aussi mettre en avant l'importance de l'exercice physique. En effet, l'exercice physique assidu améliore le moral. Et par exemple, parce qu'il fait sécréter des substances comme l'insuline, qui est l'un des facteurs de développement des réseaux neuronaux. Ceux-ci en sont des gros consommateurs. L'insuline augmente la plasticité neuronale, ce qui veut dire que plus tu fais d'exercice physique, plus tu stimules ta capacité à produire de nouvelles synapses. Donc des synapses, c'est des connexions au niveau du cerveau, et pas seulement dans tes aires motrices. Plusieurs recherches récentes ont ainsi confirmé que l'exercice physique retardait le vieillissement. La devise antique, donc qui dit mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, reste valable jusque dans le très grand âge. C'est d'ailleurs aussi efficace que les régimes diététiques. L'alimentation joue un rôle direct sur le cerveau, ça c'est incontestable. Il y a aussi une thèse de Pierre Bustany sur le sujet, mais moins que l'exercice physique. Et pour terminer, je crois qu'on peut se rappeler quelle est l'origine de humain. Il trouve sa racine dans le latin humus, qui veut dire terre, cette terre où nous sommes nés, à laquelle nous appartenons et qui nous constitue, cette humus qui est aussi la racine du mot humilité. N'est-il pas temps de se rappeler que nous ne sommes vraiment humains que si nous sommes humbles ?
Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Bonne route, bon voyage et bonne réussite dans tes projets. Ciao!